Donc, bonjour, bienvenue à ce débat, à cette lutte oratoire sur pour ou contre l'utilisation des OGM. On va commencer par 8 minutes d'argumentaire pour l'équipe. Normalement, c'est pour. Normalement, c'est les pour qui commencent. Suivi ensuite des 8 minutes d'argumentaire pour l'équipe contre. Tout ça sera suivi par 4 minutes de réfutation pour les deux équipes. Et finalement, 4 minutes de réplique et de conclusion pour les deux équipes. Donc, on va commencer par l'argumentaire de l'équipe pour. Donc bonjour. Depuis les 10-20 dernières années, le débat est quand même de plus en plus fréquent sur la question des OGM, de l'utilisation des OGM à travers le monde. Donc on n'est pas sans savoir aussi que donc, la population va nécessairement augmenter dans les 40-50 prochaines années pour finalement se stabiliser, selon les derniers chiffres prévus de l'ONU, aux alentours de 10 voire 11 milliards de personnes sur la planète. Présentement, il y a quand même 1,6 milliard donc, de personnes sur la planète qui souffrent de sous-nutrition. Donc, dans les années 70, les OGM ont été inventés avec le but d'augmenter la productivité donc, des ressources agricoles pour essayer de nourrir la majorité donc, de la planète qui souffre de sous-nutrition et de malnutrition. Donc, il faut savoir déjà que la sous-nutrition, c'est donc de ne pas avoir assez de calories pour subvenir donc, à ses besoins journaliers. Et que la malnutrition, c'est aussi donc de ne pas avoir assez soit de vitamines, soit de minéraux ou autres dans l'organisme, encore une fois, pour subvenir à notre santé. Donc, les OGM sont quand même, donc oui, des organismes génétiquement modifiés. Donc, le processus est bien de faire une transformation à l'intérieur de la plante pour que celle-ci soit résistante aux pesticides ou aux insecticides qu'on projette ensuite sur ou qu'on appelle l'épandage sur des champs. Donc, l'utilisation des OGM en tant que telle pourrait régler justement les problèmes de sous-nutrition, justement en augmentant la productivité. Il ne faut pas oublier que justement les terres agricoles, présentement à travers le monde, sont déjà toutes utilisées. Donc on ne peut pas commencer à justement raser la forêt amazonienne ou raser la forêt indonésienne pour aller planter de plus en plus, créer de nouvelles terres agricoles. Mais au contraire, il ne faut pas augmenter la production, il faut augmenter la productivité, donc faire qu'un carré agricole soit beaucoup plus productif. Donc, au lieu de 2 plants, que ce soit 3, voire 4 tomates qui sont produites sur le même plant. Je peux laisser continuer. Comme l'a dit ma collègue, la productivité... la productivité devrait être... l'utilisation des OGM permettrait donc d'augmenter la productivité et non la production. Si, la production, mais pas sur une grande parcelle, mais sur une petite parcelle. Parce qu'en plus, de nos jours, vu l'étendue que prennent les villes, avec les agglomérations, les périphéries des villes et tout ça, et elles ne cessent de s'agrandir, on peut en constater les effets comme à Paris sur Paris, la couronne et tout ça, et tout ce qui s'y passe. Elle ne fait que continuer de grandir. Donc il est nécessaire comme il y a de moins en moins de parcelles agricoles cultivables, puisqu'on utilise maintenant ces terres pour construire, pour pouvoir loger des personnes, il va être nécessaire d'utiliser des OGM ou d'autres organismes permettant d'augmenter la production d'un plant ou d'un seul plant pour augmenter la quantité de produite par les producteurs. Et de plus, on peut continuer sur le fait que toutes les études il n'y a pas eu d'études justement menées à proprement dite sur les effets néfastes des OGM sur les personnes, sur les individus. Il est donc nécessaire de prendre cela en compte. Il n'y a pas eu de preuves scientifiques, pas de statistiques. On ne peut donc pas dire que les OGM sont forcément néfastes pour la santé humaine. Alors, voilà, je rajoute mon petit argument. Dans cette classe, il y a de nombreux gros consommateurs de viande. Oui.
Nous savons tous que depuis nos débats sur le forum de SVT l'an dernier, que la viande est absolument destructrice pour l'environnement. Enfin, je veux dire, la consommation excessive et la surproduction de viande est destructrice pour l'environnement. Alors, les OGM qui permettraient donc de booster le secteur agricole nous permettrait de manger plus de végétaux et moins de viande. Voilà. On peut aussi rajouter que le fait d'utiliser les OGM permet d'enrichir certaines bases alimentaires qui peuvent constituer, qui constituent justement les bases des coutumes alimentaires d'un pays tel qu'en Asie par exemple, où le riz est principalement est la principale source de nutriments, et étant donné que le riz n'est pas assez nutritif, les OGM permettent d'augmenter justement les apports nutritifs de chaque riz, du riz. Donc on peut rajouter des minéraux, on peut ajouter des vitamines qui permettent d'avoir des apports journaliers en calories qui permettent de maintenir une population à peu près saine et en santé. Donc, en fait, pour résumer les arguments, donc, on a quand même l'argument environnemental dans le sens que c'est sûr qu'il y aurait moins d'utilisation de pesticides avec les OGM. Ça a été prouvé donc, par la FAO dans les dernières années que justement l'utilisation des pesticides était beaucoup moindre avec les OGM qu'avec des plants ordinaires. Donc, il y aurait moins d'émanations, il y aurait moins de pollution, donc autant sur le sol que dans les nappes phréatiques. Il y a moins d'émanations de méthane aussi, donc il y a un gaz à effet de serre quand même 4 fois plus puissant que le CO2. Donc, s'il y a moins d'élevage, il y a donc nécessairement moins d'émanations de méthane. Et je rajouterais à ça aussi donc l'argument quand même économique de briser un peu la dépendance, si vous voulez, des petits pays moins avancés donc du marché international. Donc les pays qui demandent nécessairement donc d'avoir de l'importation pour justement subvenir à leurs besoins en termes de nutrition. Donc l'utilisation des OGM, parce que ce sont quand même des plantes qui sont plus résistants aux intempéries, à la sécheresse, aux inondations. Donc comme les graines sont donc nécessairement moins sensibles, on va dire, et donc plus résistantes, donc ça fait qu'au moins les pays moins avancés qui ont moins de technologie aussi, arrêteraient d'être dépendants donc, de l'aide internationale à ce niveau-là. Ils pourraient donc devenir concurrentiels et donc s'affirmer un peu sur la scène internationale. Oui, il reste 20 secondes. Donc, on va passer maintenant à l'argumentaire de l'équipe contre. Donc, bonjour. Aujourd'hui, moi et Marvin, on va vous expliquer pourquoi on est contre les OGM. Parce que les OGM, en fait, c'est un danger pour l'environnement, pour la santé de l'homme, mais aussi c'est aussi un danger sur l'aspect socio-économique. Donc, tout d'abord, les OGM présentent des dangers pour l'environnement, parce que les gènes manipulés des OGM peuvent être transmis à d'autres espèces par divers mécanismes naturels et ainsi provoquer des bouleversements majeurs dans les écosystèmes. On a bien vu que dans les pays d'Amérique du Sud, certaines espèces de maïs ont disparu et les scientifiques ont mis en évidence que les OGM ont un impact sur la biodiversité des plants de maïs. Donc, ces mutations peuvent avoir lieu et ainsi bouleverser le génome d'une espèce autrefois considérée comme stable. Et de plus, les scientifiques ignorent beaucoup le phénomène, l'impact des OGM sur la biodiversité. Donc, les OGM peuvent rivaliser avec d'autres espèces sauvages parce qu'ils sont plus résistants. C'est comme ce qu'on a étudié en SVT, la sélection naturelle, mais ça c'est la sélection artificielle en fin de compte. Donc les plants, par exemple le coton bêté qu'on fait planter dans
dans les plants en Inde, ils sont plus résistants que les plants naturels. Donc, il y aura sélection soi-disant artificielle et les plants d'OGM vont survivre. Et donc, les plants naturels vont disparaître. Et ce qui revient à se dire, ouais, d'accord, on va utiliser les OGM des multinationales, mais ça veut dire que comme ceux qui sont naturels vont disparaître, on va devoir être dépendant des multinationales. Donc nous, on ne veut pas être dépendant des multinationales. Ensuite de cela, les OGM peuvent... donc c'est ça, les dangers sur la santé de l'homme. Certains gènes peuvent se transmettre à l'homme et causer des maladies allergiques. Un exemple, c'est au Brésil, un gène allergique de la noix du Brésil a été transmis à une variété de soja transgénique. Sa présence a été découverte durant la phase des tests et le soja n'a pas été mis sur le marché. Donc, on peut voir que les OGM peuvent avoir un impact significatif, peut-être pas à court terme, mais à long terme sur la santé de l'homme. Aussi, à l'heure actuelle, il n'y a pas de réglementation au Canada qui oblige l'industrie à mettre le fait que dans les aliments, il y a des OGM. Au Canada, par exemple, la pomme de terre, le maïs, le colza, le soya, le lin, la betterave à sucre, la courge et d'autres sont des aliments transformés et vendus en épicerie et contiendraient des OGM selon Santé Canada. Donc les OGM présentent aussi des dangers de contamination accidentelle. Les gènes modifiés contenus dans les OGM pourraient se transmettre à d'autres plantes par leurs graines et être transportés par le vent, ce qui augmente les risques d'invasion d'un milieu naturel par une espèce de plante. Ça veut dire que si votre voisin il fait pousser des OGM et que vous ne voulez pas avoir de graines de gènes ou de plantes d'OGM dans votre plant, comme le simple fait que le vent aille... Quoi? Ok, donc pour compléter ce que Anis a dit, c'est que comme vous l'avez dit, il n'y a pas encore de recherche qui permettent de dire si les OGM sont dangereux à la santé de l'homme ou pas. Donc d'un côté, ça peut jouer en la faveur des OGM, tout comme ça peut jouer en la défaveur, puisque l'exemple du gène allergénique du Brésil a montré qu'après la phase de test, l'OGM était en réalité nocif pour la santé de l'homme. Et donc, un autre problème lié aux OGM, c'est que ces OGM qui sont créés pour être résistants aux pesticides, parce que 57% des OGM sont en réalité fabriqués pour être résistants aux pesticides ou à certains insectes, eh bien ces gènes, ils peuvent être transmis par divers facteurs naturels comme le vent et aussi certaines espèces animales comme les abeilles qui, avec le pollen, vont transporter ces gènes OGM pour les introduire dans le génome d'autres espèces, ce qui fait en sorte que l'utilisation de ces OGM dans certains endroits est peut-être légale, mais certains pensent qu'elle est antidémocratique puisque en utilisant sur son propre champ des OGM et en permettant la diffusion de ces OGM par des moyens naturels, on peut imposer à nos voisins d'avoir dans son propre champ des OGM, alors que cette personne peut très bien avoir fait le choix de ne pas vouloir d'OGM pour des raisons éthiques ou des raisons de santé ou une quelconque raison. Eh bien, on n'a pas vraiment de contrôle sur la diffusion de ces OGM parce que le phénomène, donc, comme je l'ai dit, de propagation nous échappe. Donc voilà, de plus, les semences d'OGM, elles sont bien souvent plus chères que les semences traditionnelles, beaucoup plus chères parce qu'il y a le coût de la recherche et du développement, il y a le coût de la commercialisation et il y a le coût de la mise au marché de ces semences. Donc certes, la productivité peut être augmentée, mais ces semences ne sont pas accessibles aux agriculteurs du tiers-monde, ceux qui en auraient le plus besoin,
parce que leur coût est démesuré. Donc, les OGM favorisent le recours à un mode de culture beaucoup plus intensif, alors que les pays en voie de développement doivent plus favoriser sur une agriculture de subsistance pour éviter justement de rentrer dans cet engrenage de dépendance envers les multinationales, puisque, on l'a dit, les multinationales qui créent les pesticides sont les mêmes que celles qui créent les OGM. Donc, il y a une sorte de cercle vicieux, puisque en achetant des semences auprès d'une multinationale, on s'engage à être contraint de poursuivre l'achat des semences au sein de la même multinationale. Et donc, c'est simplement quelques multinationales qui contrôlent le marché. Il y a 3 multinationales qui contrôlent 95% du marché, c'est Monsanto, Syngenta et Aventis. Donc, il y a un monopole de ces 3 multinationales et on va voir que ça pose un problème. Parce que, voilà, elles cherchent à assurer le contrôle du marché mondial. Et donc, en introduisant un peu de semences OGM dans les pays en développement, on met en marche vraiment ce mécanisme de dépendance envers ces multinationales et on laisse ces pays à la merci de ces multinationales, puisque un paysan qui fait recours aux OGM va avoir vraiment un avantage par rapport à son voisin qui va essayer de vendre ses semences au marché local à un prix absolument pas compétitif. D'accord, donc on va passer maintenant aux 4 minutes de réplique pour l'équipe Pau. Donc Anis, tu nous as dit que la sélection naturelle allait empêcher les plants naturels de se développer alors qu'il y avait des plants génétiquement modifiés. Mais si on trouve un moyen d'empêcher la propagation par le vent ou par les abeilles, c'est en cultivant en serre ou en cultivant pas dans des champs refermés au vent, voilà. On pourrait empêcher la propagation et puis la sélection naturelle ne serait pas un facteur important de la propagation de l'organisme génétiquement modifié. Et voilà. Madame. Super. Oui, c'est ça. Donc, juste revenir sur l'idée justement de l'impact que ça a sur le corps humain. Est-ce qu'on pourrait arrêter les devoirs autres, s'il vous plaît? Et remplir la feuille que moi, je voulais. Ça serait peut-être un peu intelligent. Donc, rebondir sur la question justement de l'impact sur le corps humain. Donc, en fait, il n'y a aucune étude qui a été... Les études qui ont été faites, en fait, sur le corps humain sont... en fait, en ce moment, au jour même où est-ce qu'on se parle, il n'y a justement pas d'études qui ont été faites vraiment sur le corps humain. Il est difficile, de toute façon, de faire des études longitudinales aujourd'hui, justement, comme la majorité donc, des personnes en ont consommé déjà dans les dernières années. Et d'autant plus, c'est ça, les souris qui ont été utilisées pour justement savoir s'il y avait vraiment un taux de cancer beaucoup plus élevé sont des souris qui de toute façon développaient, avaient déjà dans leurs gènes dans les gènes, pardon, il y avait déjà plus de capacité de développer des cancers que chez des souris normales. Donc, l'étude, en fait, est faussée, si on veut. Et donc, et sur l'être humain, on n'a absolument aucune idée de l'impact que ça peut avoir. Donc, au-delà de, justement, de savoir si ça a, oui ou non, un impact donc, sur la capacité de cancer, je pense qu'au 21e siècle, le débat va surtout être, est-ce qu'on est capable, oui ou non, de nourrir la population qui va atteindre aux alentours de 11 voire 12 milliards de personnes d'ici 2050. Et justement, nous le répétons, augmenter la productivité, augmenter l'utilisation des OGM permet d'avoir plus de production, permet donc nécessairement de nourrir tout le monde. Sinon, pour votre argument justement sur la dépendance vis-à-vis des multinationales, je pense que justement les OGM, c'est un phénomène justement du 20e siècle. Les études ne sont pas nécessairement poussées encore nécessairement à ce niveau-là, mais est-ce qu'il faut justement interdire tous les OGM sur la base qu'il y a seulement 4 compagnies en ce moment à travers le monde qui en font? Je pense que justement l'économie se développe, il y a de plus en plus de recherches qui se font à ce niveau-là, donc nécessairement d'autres compagnies vont se créer. Il n'y a pas seulement justement Monsanto
ou les 3 autres compagnies que vous avez nommées, donc je ne me souviens plus le nom. Donc je pense que c'est un secteur qui se développe, c'est un secteur qui va devenir extrêmement concurrentiel. Donc en fait, la dépendance vis-à-vis des monopoles, je ne pense pas que ce soit un argument. Voilà. Donc, Puis surtout qu'il vaut mieux subir un monopole et avoir à manger que de pas subir que de faire les choses soi-même et puis de mourir de faim. Enfin. Pour terminer, je reviens juste sur ce que vous avez dit au niveau des OGM, des OGM et de la biodiversité. La biodiversité, on a vu aussi que de toute façon, les plantes et toutes autres plantations peuvent se diversifier d'elles-mêmes en étant proches d'une autre espèce. Et les OGM permettent aussi de modifier qu'une partie de ces plantes. Donc maintenant c'est au tour des 4 minutes de réplique de l'équipe contre. Donc pour revenir sur la question de la santé et des OGM, ben, si on fait un parallèle avec la découverte de la cigarette, son utilisation et son industrialisation, au tout début la cigarette semblait pas nocive. Comme au début il y avait des études qui étaient faites et puis les scientifiques ont vu qu'il n'y avait pas de problème. Mais c'est surtout les effets à long terme qui ont posé problème. C'est après 40 ans qu'on s'est rendu compte que la cigarette était très nocive pour la santé. Donc maintenant, à l'heure où on se parle, les OGM, c'est quelque chose de quand même assez récent. Donc les scientifiques ont certainement vu qu'à court terme, il n'y a peut-être pas eu de dégâts, mais on se pose toujours la question, est-ce qu'à long terme, il pourrait y avoir des dégâts sur la santé de l'homme? Sinon, si je reprends l'argument sur la famine et la population mondiale, ben, c'est vrai que la population mondiale est en train d'augmenter. Et c'est vrai que les OGM ont aidé la population mondiale à se nourrir, mais n'empêche que le ratio de famine est en train de monter. Ça veut dire, et il est en train d'augmenter, ça veut dire que les OGM ont un impact, mais n'ont pas un impact assez significatif pour jouer un rôle et devenir une alternative. Sinon, pour revenir sur Tanguy et mettre des serres ou bien genre protéger le plan de... Ça coûterait trop cher construire un mur pour protéger le plant de maïs. Et puis, c'est une hypothèse que vous nous avez fournie, mais ce serait à mon avis impossible de le faire. Et en plus, pour revenir sur votre argument, l'argument que tous les pro-OGM sortent, qui est celui de résoudre le problème de la faim dans le monde. Le problème, c'est qu'actuellement, 50% de la production mondiale de nourriture est jetée, voire détruite pour diverses raisons. Notamment dans les pays du Nord, c'est à cause des normes de conservation ou des normes de santé. Il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que 50%, la moitié de la production alimentaire est jetée. C'est-à-dire que si ces 50% étaient réutilisés, eh bien, il n'y aurait presque plus de faim dans le monde. Donc, de plus, lors des années 60, quand les OGM ont commencé à être utilisés, la législation n'était pas la même, on était beaucoup plus tolérant dessus, et plusieurs pays ont grandement utilisé les OGM, et ce n'est pas pour autant que le problème de la faim dans le monde a été résolu, bien au contraire, le problème ne fait que croître, et ce malgré l'utilisation des OGM. Donc, en plus, on l'a vu, les OGM ne profitent ni aux citoyens, ni aux agriculteurs, qui au final sont perdants. Les citoyens aussi, parce que le problème justement de la faim dans le monde n'est pas résolu, mais les OGM profitent encore une fois uniquement aux firmes transnationales qui les conçoivent. Et donc, voilà, et l'argument qui est censé dire qu'on augmente la productivité est lui aussi faux, parce que je cite le président de l'USS, c'est Union of Concerned Scientists, c'est un groupe de recherche du MIT.
aux États-Unis a mené une recherche et a établi qu'aucune culture transgénique n'a permis un accroissement réel du rendement dans les 20 dernières années. Donc ils ont fait une étude et ils ont montré que la productivité n'est en réalité pas augmentée grâce aux OGM. Donc on va passer à la dernière partie de ce débat, les 4 minutes de réplique et de conclusion pour l'équipe pauvre. Donc juste pour répondre à l'équipe adverse sur le 50% de gaspillage. Donc oui, il est vrai, il y a des pays hyper consommateurs à travers le monde. Les États-Unis, où est-ce que la majorité des populations consomment au-dessus de 2500 calories par jour, ou même voir l'Australie, où est-ce que là on dépasse même les 3000 calories par jour. Et c'est d'ailleurs dans ces pays où est-ce que justement l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, où est-ce que justement on calcule qu'il y a environ 600 millions qui souffrent habituellement d'obésité. La question n'est pas de savoir justement si, oui, c'est vrai, il y a du gaspillage, oui, c'est vrai, plus que 50% de la production est jetée, jetée au vidange. Ça, c'est la question du gaspillage. À savoir si, justement, il devrait y avoir une meilleure éducation à travers toutes les générations. Ça, c'est un autre débat, dans le sens que, oui, c'est vrai, il y a du gaspillage. Mais même si on compte justement ce 50% de gaspillage de la production, même s'il était mieux distribué, il ne faut pas oublier que là, à ce moment-là, on rajoute aussi du transport, on rajoute du kilométrage. On ne peut pas amener des caisses de tomates en Afrique non plus. Ils ne seront plus bonnes rendues sur place non plus. Donc, il y a toute la question de la conservation. Donc, la question du gaspillage, oui, c'est vrai. Sauf que la question de la distribution des aliments n'est quand même pas réglée à ce niveau-là. Donc, même si le Canada, les États-Unis, l'Australie consomment moins, ça ne fait pas en sorte que l'Afrique est mieux nourrie. Donc, la question est donc de briser ce cercle de dépendance des pays moins avancés ou des pays en développement vis-à-vis donc, des pays du Nord ou des pays en développement comme le Brésil qui produit beaucoup. Le Brésil est dépendant un peu de ce marché international. Alors, pour ce que vous nous dites que les OGM n'ont pas résolu le problème de la faim dans le monde. Soit, on prend 10 personnes, on leur donne, on prend 10 personnes, il y a 10 pommes. Il y a 8 pommes pour 5 personnes et 2 pommes pour les 5 autres personnes. Les OGM rajoutent 2 pommes pour ces 5 personnes, ça leur fait 4 pommes. C'est déjà mieux que je suis certain que pour les personnes qui ont faim, avoir de la nourriture, même si elle est génétiquement modifiée, c'est mieux que de ne pas en avoir du tout. Et puis 2 pommes, ce que j'utilise dans mon exemple, c'est dérisoire par rapport au véritable potentiel des OGM. Donc je suis certain que les OGM, même s'ils n'ont pas résolu la faim dans le monde, parce que c'est un problème qui est encore trop immense, ils pourraient aider, ce serait un facteur qui permettrait de se rapprocher d'un meilleur niveau. Et puis pour les cerfs et puis pour ce qui empêcherait aux OGM de se propager, je ne sais pas, mais il me semble que un entourage de toile pas cher du tout, ça ne coûte pas cher, non? Si. Pourquoi? Sur des surfaces énormes, si. Ouais. Ça marchera pas. Je sais qu'il y a des trucs qui sont jetés, mais qui pourraient être réutilisés. Donc, en conclusion, les OGM permettent... les OGM sont un moyen comme les autres, donc pour la première cas, de lutter contre... cette sous-nutrition de certaines populations, même s'il ne le résout pas, hein, ce n'est pas non plus le seul moyen qui existe, on peut en trouver d'autres. Il permet aussi d'augmenter les apports en énergie des personnes, des populations qui auraient moins de nourriture et qui devraient se limiter d'une petite quantité. Okay, donc pour revenir rapidement sur l'argument de la serre pour lutter contre la division, déjà en dehors du coût économique qui rend l'idée complètement irréalisable, il y a le problème que certaines plantes ne peuvent pas se développer de manière optimale sous une serre pour plusieurs raisons, que ce soit le climat ou bien l'espace. Donc malheureusement l'idée était bonne, mais ensuite
vous semblez voir les OGM comme une formule magique pour instantanément accroître tous les rendements, accroître tout ça, mais le problème c'est que c'est pas le cas. Et parce que ça prend des dizaines d'années de recherche, des dizaines d'années et des milliards de dollars investis dans la recherche pour parvenir à un résultat qui au final va peut-être améliorer la production d'un aliment, mais pas de centaines de millions d'autres céréales ou de plantes qui sont cultivées au quotidien. Et donc ensuite, vous avez essayé de réfuter notre argument sur la dépendance d'abord, je reprends sur l'impact du corps humain, mais votre argument comme quoi on a utilisé simplement des recherches sur les souris, confirme encore une fois notre argument sur le fait qu'il n'existe aucune recherche prouvant l'impact des OGM sur le corps humain. Et finalement, les OGM et la dépendance envers les multinationales pour les OGM est bel et bien réelle parce que les multinationales pourraient investir leur argent pour créer des semences résistantes à la sécheresse, à la salinité des sols ou pour permettre d'augmenter les superficies cultivables dans les pays en développement. Mais on a remarqué que ces multinationales ne le font pas. Elles préfèrent créer des OGM qui respectent ce que le marché demande pour faire du profit et non pas améliorer la condition des pays en développement. Parce que c'est comme ça que ça marche. Eux, ils cherchent le profit. C'est pas comme dans les contes de fées où ils veulent aider la situation dans les pays. Et voilà. Ok, donc, si on reprend l'argument sur de Tanguy, donc, ok, les OGM, au fait, augmentent les performances des plantes en produisant des pesticides. C'est-à-dire que les plantes, elles vont créer des molécules, c'est les pesticides, et ces pesticides vont produire un insecticide qui tue les insectes qui veulent les manger. Donc en fin de compte, ok. Donc en conclusion, les OGM sont une alternative à court terme. Pour être sûr de l'efficacité des OGM, on devrait faire plus d'études scientifiques sur la santé des êtres humains, parce que comme vous avez dit, les tests sont faits sur des souris. C'est une question à double tranchant, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les effets nocifs, mais aussi on ne sait pas si c'est bien en même temps pour la santé de l'être humain. Donc à mon avis, le gouvernement devrait investir plus d'argent pour trouver une alternative aux OGM. Donc maintenant, il reste, si vous avez 2 questions à poser aux équipes. Ouais, normalement, c'est les gens qui vous posent. Non, mais c'est les gens. 2 questions à chacun. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Il n'y a personne. Pas de questions?